Ok, bon, je vous propose qu'on démarre. Merci à tous pour votre présence. On est ravis aujourd'hui, en tant que Kiwi, de notre présence aussi de notre côté à ProDurable. On va essayer aujourd'hui de parler assez clairement d'une thématique qui nous tient à cœur, c'est comment les paiements internationaux peuvent être utilisés pour décarboner le commerce international. Alors plus précisément, l'intitulé de cette conférence, c'est les Green Payments pour décarboner le commerce international. S'il y a des mots ou des expressions que vous ne comprenez pas, ne vous en faites pas, on va détourer tout ça ensemble. Et donc l'idée, c'est qu'on en sorte avec des idées assez claires. Évidemment, je pourrais prendre des questions plutôt à la fin, mais n'hésitez pas aussi à lever la main si c'est vraiment bloquant en cours de route. Je serai ravi de vous répondre. Donc là, vous avez une petite vue rapidement sur notre application. Je vais nous présenter rapidement. L'objectif de la conférence, c'est pas qu'on vous fasse la promotion de Kiwi, c'est-à-dire la société que je représente et que j'ai cofondée, mais ça vous donne un peu de contexte quand même, et c'est important que vous ayez quelques éléments de compréhension sur notre activité et ce qu'on fait. Donc je passe à la slide suivante. Ce sera la seule qui vous parlera un petit peu de nous. En tout cas a priori. On est nous une jeune pousse, on s'est lancé en 2021, en mars, donc on fête bientôt, ou il y a quelques jours, on a fêté nos 2 ans et demi. À notre âge, on fête encore les moitiés d'année. C'est important et c'est surtout des moments très agréables. On est maintenant une vingtaine de collaborateurs. On a levé et on va dire annoncé cette levée de fonds en juin 2023 pardon, de 3 millions d'euros pour soutenir notre plan de développement et on va dire accroître l'activité. On a plus de 450 clients. Il y a un point important que vous devez connaître, c'est qu'au-delà de notre expertise financière, qui est évidemment au cœur de l'activité de Kiwi, on a aussi formé chez nous en interne des gens sur la méthode bilan carbone, notamment votre fidèle serviteur ici présent. C'est évidemment le Graal, ou en tout cas le passage obligé en France et même à travers le monde, puisque le bilan carbone en tant que marque déposée est une référence méthodologique dans le monde pour faire un bilan d'émissions de gaz à effet de serre. D'accord ? Donc c'est aussi là-dessus qu'on va s'appuyer plus tard dans ce que je vais vous présenter. En quelques mots, nous, on est donc la solution de paiement internationaux qui contribue à votre transition écologique. Je vous ai mis quelques marqueurs d'impact qui sont juste en dessous. À date, c'est un peu le résultat de l'engagement de nos clients. Vous allez vite comprendre que les clients qui travaillent avec Kiwi, ils s'engagent évidemment dans leur transition de plusieurs façons, dans la mesure carbone, mais aussi dans le financement de projets à impact. Et donc, je vous ai mis quelques indicateurs. Alors, je ne vais pas les citer et on ne va pas s'arrêter à la virgule près, mais l'idée, c'est de vous montrer qu'on essaye de mobiliser nos clients, entreprises françaises, vers davantage d'engagement dans la transition, pour plusieurs raisons, mais notamment parce qu'ils vont avoir très vite intérêt de plus en plus à le faire pour pérenniser leur activité. Alors je poursuis et on va commencer en rentrant dans le dur sur le sujet du commerce international qui doit sûrement vous évoquer pas mal de choses, que ça soit des porte-conteneurs d'une marque française ou de votre commande Amazon préférée qui vient peut-être de l'autre bout du monde. En tout cas, nous là, on a posé quelques chiffres pour vous dire la chose suivante, c'est que la France, notamment pour ce qui nous concerne, est une puissance, on va dire, commerciale mondiale. On se balade entre la 6e et la 7e place, que ce soit pour les importations, donc en quantité ou en montant, ou les exportations. Et donc, du fait de cette place centrale, eh ben, on a beaucoup d'entreprises en France qui participent. Donc là, je vous dis qu'il y en a plus de 150 000 en France qui sont engagés à l'export, mais notamment, il y a 60 000 PME et ETI qui vont nous intéresser, nous, particulièrement chez Kiwi, même si on travaille aussi avec des grands groupes, qui sont pleinement engagés dans l'import ou l'export. Un chiffre intéressant, en 2022, c'est plus de 750 milliards d'euros d'importations que la France, donc à travers ses entreprises notamment, a acheté. Pour un petit point de comparaison, le PIB français, donc la richesse qui est produite au total par la France en une année, c'est autour de, aller en ordre de grandeur, 2500 milliards d'euros. Donc vous voyez, les achats ou les importations, c'est quand même assez significatif par rapport à ce total. Les deux principaux pays d'origine des importations de la France, c'est la Chine et les États-Unis. Et donc, on fait le lien ici avec les paiements internationaux. On importe aussi de nos petits voisins européens ou de nos grands voisins européens, mais on importe beaucoup. Pour plus de la moitié de ce qu'on importe, on l'apporte en dehors de l'Union européenne.
Et donc, plus on va s'éloigner de la France et du point de destination, plus il va y avoir une empreinte carbone en général importante pour des raisons de transport qui se rallongent, mais pas que, et on va en parler un petit peu après. Évidemment, vous me faites un signe si tout d'un coup, brutalement, vous ne m'entendez plus pour une raison de micro ou autre, hein. Je compte sur vous. Alors, le commerce international qui bondit ou qui se développe fortement, c'est une nouvelle. Alors qu'elle soit bonne ou mauvaise, je vous laisserai juge. En tout cas, je vous ai rappelé ici quelques chiffres que j'ai pas sortis de mon chapeau, mais qui viennent de textes, enfin de papiers de référence, notamment de l'Organisation mondiale du commerce, l'OMC, qui vous dit que en fait, le commerce mondial, c'est-à-dire la quantité de biens importés ou exportés en une année par tous les pays du monde, elle a été multipliée par 45 entre, je crois, 1950 et 2022. Donc multiplié par 45, c'est 4500% d'augmentation. Donc là, je parle bien en quantité, c'est-à-dire le nombre d'objets. Je ne parle pas du prix, c'est-à-dire de ce qu'on appelle la valeur, d'accord, des importations. La valeur du commerce mondial, elle a augmenté encore plus que la quantité, d'accord, inflation faisant, etc. Mais enfin, déjà, une multiplication par 45, c'est pas mal. Pour ce qui a permis l'explosion du commerce mondial, on ne va pas en parler aujourd'hui, mais je vous renvoie vers des interlocuteurs ou des tribuns de référence qui parlent souvent de ces sujets. Évidemment, l'énergie abondante, le progrès technologique, les modes de transport de plus en plus rapides et efficients ont facilité cela. Mais ce n'est pas trop ce qu'on va discuter aujourd'hui de notre côté. En revanche, vous voyez, je vous ai mis à gauche gros développement du commerce international. À droite, vous voyez aussi le pendant en termes d'empreinte carbone associée à ce commerce international. Quand on regarde le monde dans son ensemble, l'impact du commerce international ou la part des émissions de gaz à effet de serre ou des émissions carbone générées par le commerce international, c'est 25% du total des émissions mondiales. Donc c'est quand même significatif, un quart. Quand on regarde la France, cette part, elle est même supérieure largement à ces 25%, puisqu'elle est plutôt autour de 55-57%. D'accord ? Si vous avez des questions sur le pourquoi du comment, on en parlera tout à l'heure pendant l'échange. C'est notamment lié au fait que on est très importateur. C'est aussi lié au fait qu'on est un pays plutôt riche comparé à d'autres pays, qu'on a aussi sorti de chez nous pas mal d'usines et donc de centres de fabrication qui, en général, émettent beaucoup de carbone. Mais en tout cas, voilà, c'est donc un sujet important. On peut dire que quand on regarde l'empreinte carbone de la France, il y a une part très significative, plus de la moitié, qui est générée par le commerce international ou par les importations, si vous voulez, notamment les importations. OK ? Alors, je vous ai mis en dessous, pour que vous ayez un peu en tête, quand on parle de ce qu'on importe ou ce qu'on exporte, qu'est-ce qui pèse vraiment en termes d'empreinte carbone ? Évidemment, il y a tout ce qui est énergie. Quand on va acheter des barils de pétrole, par exemple, ou du gaz, il y a une empreinte carbone qui est nécessairement élevé. Vous avez aussi tout ce qui est en fait matériaux bruts. Ici, c'est les métaux, mais dès qu'on va extraire, acheter des métaux qui vont servir dans des processus de fabrication, dès qu'il y a du physique, il y a une empreinte carbone associée qui est élevée. Le transport également, dont on a un peu parlé tout à l'heure, que ce soit l'avion ou le bateau, même si le bateau est évidemment le moyen de prédilection, ou en tout cas le plus couramment utilisé, joue également dans la balance. Alors là, je fais un petit focus sur ce sujet-là, et pourquoi on en parle autant. Ça nous emmène en fait, ou ça nous amène à faire un petit point entre guillemets de terminologie. Ici, j'ai repris un extrait d'un rapport récent du Haut Conseil pour le climat. Donc, le Haut Conseil pour le climat, c'est une instance qui a été créée, si je ne dis pas de bêtises, au cours du premier mandat d'Emmanuel Macron en tant que président, qui est rattaché au Premier ministre. Et c'est un collège d'experts scientifiques, mais je crois que ce n'est pas seulement des scientifiques qui le composent, et qui rend régulièrement des rapports pour, on va dire, analyser et rendre compte de l'action du gouvernement en termes de, entre autres notamment, décarbonation, c'est-à-dire quelle est l'action climatique du gouvernement et est-ce qu'elle est en ligne avec les engagements pris, parce que la France s'est engagée à suivre une certaine trajectoire de décarbonation à une échéance plus ou moins lointaine. Donc là, vous avez un petit focus du Haut Conseil pour le climat qui vous remet un petit peu les idées en place, ou les idées, on va dire, sur la table concernant cette part et les 57% dont je vous ai parlé tout à l'heure.
Alors les 57%, c'est un peu plus, un peu moins, ça va dépendre de l'année de référence, ça va dépendre de ce qu'on inclut exactement dedans. En tout cas, c'est une part représentativement élevée. Et ici, vous voyez qu'en gros, alors je vous ai fait le petit schéma en dessous pour préciser un petit peu, mais c'est vraiment important. C'est-à-dire que dès qu'on va acheter pour nous Français quasiment la moindre chose ou le moindre objet, il risque de venir de loin. D'accord ? Et quand on dit qu'il vient de loin, parfois, on a tendance à se dire, comme ça vient de loin, le transport, oh là là, c'est infernal, ça émet beaucoup de carbone parce que ça prend le bateau. En fait, pas forcément. Alors évidemment, c'est quelque chose qui est mesuré, c'est aussi quelque chose qui génère des émissions de gaz à effet de serre, mais c'est souvent, et ça on y pense un peu moins, la partie fabrication, extraction des matériaux, transformation des matériaux avec l'énergie associée dont on a besoin, peut-être pour modeler, bouger le plastique de forme et les métaux. Tout ça, cette partie fabrication, c'est vraiment elle qui représente en général la part la plus significative. Je vous ai mis des petits schémas après, on fera un focus là-dessus. Mais en tout cas, l'idée à retenir, c'est qu'il ne faut pas réduire l'empreinte carbone des importations ou l'empreinte carbone de ce qu'on appelle les émissions importées. Ce n'est pas uniquement le transport. En général, on surpondère un petit peu l'impact lié au transport. C'est souvent la fabrication. Et la fabrication, c'est plein de choses, hein. C'est la culture du coton à l'autre bout du monde, parce qu'il faut planter, il faut entretenir, récolter, etc. Mais c'est aussi les mines à ciel ouvert, je ne sais où, qui vont être creusées, travaillées par des grosses machines. Ces machines, souvent, elles tournent au diesel ou à d'autres types de carburants fossiles, le transport, le raffinage, etc. de ces matériaux. Donc, la différence que vous voyez là, que je vous ai mise en rouge, entre les 6,5 tonnes de CO2, qui est un peu, on va dire, les émissions carbone, donc c'est bien les émissions territoriales, c'est-à-dire les émissions de gaz à effet de serre générées dans les frontières de la France. Okay, quand vous regardez ça et que vous les rapportez sur un an à un Français, on est à 6,5 tonnes de CO2 équivalent. Mais en fait, quand on prend en compte vraiment le mode de vie complet d'un Français moyen, on est à 10 tonnes parce que le Français, il va aussi, ou nous, Français, on va aussi consommer des choses qui viennent de l'étranger. Et donc, c'est ça la part importation qui est prise en compte. Alors là-dessus, il y a eu des sujets d'actualité récemment. Si vous voulez, on en parlera tout à l'heure. Mais voilà, les ordres de grandeur, ils sont ceux-là. C'est à peu près 10 tonnes de CO2 d'empreinte carbone pour un Français moyen. Et dans ces 10 tonnes, en fait, il y a une grosse partie des émissions carbone qu'on compte dans les 10 tonnes qui en fait ne sont pas générées à l'intérieur des frontières de France, qui ne viennent pas de Bordeaux, de Lyon ou de Paris, mais qui viennent peut-être d'une centrale à charbon chinoise qui a permis de produire de l'électricité utilisée pour transformer du métal ou pour fabriquer un ordinateur portable dans une province chinoise. Ça va? Pas d'interrogation particulière? Donc là, on fait un petit focus sur l'analyse de cycle de vie du produit. Ça me permettra de faire le lien plus tard avec l'enjeu justement du green payment chez nous et pour nos clients. Je vous ai décomposé ce qu'on appelle le cycle de vie du produit ou d'un produit, c'est-à-dire entre le moment où on va commencer à creuser la terre pour extraire peut-être des métaux utilisés dans un ordinateur portable et à la fin du cycle de vie, quand on va arriver en fin de vie, c'est-à-dire qu'en fait on va peut-être le jeter ou en tout cas le mettre au rebut et qu'on arrêtera de l'utiliser. Il y a plusieurs étapes. Ce qu'on regarde et ce dont je vous parlais tout à l'heure, qui prend en général beaucoup de place dans l'empreinte carbone totale de la vie d'un produit, c'est bien la fabrication et la distribution. D'accord ? Alors, je vous ai pris ici un petit exemple. Donc là, pour le coup, c'est tout frais. Vous avez peut-être suivi, pour les aficionados de la marque à la pomme parmi vous, hier l'annonce ou avant-hier, je ne sais plus, des nouveaux terminaux d'Apple. Il y a entre autres des iPhones qui ont été présentés, des nouvelles versions. Donc si je ne dis pas de bêtises, c'est l'iPhone 15. Et donc, alors Apple, on aime, on n'aime pas. En tout cas, ils sont assez bons sur, en tout cas, la communication de l'empreinte carbone ou de l'empreinte environnementale des produits. Est-ce qu'ils réduisent leur empreinte carbone à eux? Ça, c'est une autre affaire. Mais en tout cas, ils affichent des chiffrages. Donc, vous voyez, sur la gauche, je vous ai mis ce qui se passe pour un iPhone 14 Pro. Donc ça, c'est un document qui a été sorti par Apple l'année dernière, au moment de la keynote d'il y a un an, quand on annonçait l'iPhone 14. Donc vous voyez, je ne vous mentais pas. Effectivement, la production du terminal, c'est en gros 80% de l'empreinte carbone totale sur la durée de vie de l'iPhone 14. Derrière la production, rappelez-vous, il y a extraire les matériaux, les transformer, etc. On est d'accord.
L'utilisation, elle compte quand même 15%, donc c'est pas négligeable, mais versus les 81% de production et les 3% de transport, sachant que le transport, c'est généralement aussi de l'amont, c'est aussi le porte-conteneur qui va peut-être faire le sud-est de la Chine ou de l'Inde vers un port en Europe occidentale, puis du camion. Vous voyez, on est quasiment à 85% de l'empreinte carbone qui est en gros liée à la fabrication et au transport. Alors Apple, ils ont quand même compris qu'il y avait une partie des enjeux qui étaient à ce niveau. Et donc on voit que c'est là-dessus qu'ils travaillent. Donc ils ont annoncé hier en grande pompe, ou avant-hier, comme je vous disais, moi j'ai pas trop suivi la keynote, j'ai juste lu des débriefs derrière, plus ou moins orientés, donc pour l'instant je prends du recul. Mais en tout cas, ils ont un peu mis l'accent sur la durabilité, sur peut-être même le carbone zéro. Donc là, on rentre sur un terrain qui est controversé parce qu'en général, on ne réclame pas la neutralité carbone d'un produit. C'est plus compliqué que ça. En tout cas, ils veulent nous faire comprendre qu'ils ont fait des efforts sur l'empreinte carbone des produits qui fabriquent ou en tout cas qui commercialisent. Et ben vous voyez, ils ont travaillé sur quoi pour réduire l'empreinte carbone d'un terminal, d'un iPhone. Ils ont travaillé sur les matériaux qu'ils utilisent. Donc là, vous avez, on réutilise des matériaux usagés. Enfin, en gros, on fait du recyclage au lieu d'aller chercher des nouveaux, du cuivre, de l'or ou certains types de palladium ou autres pour mettre dans les circuits imprimés. Et on en a repris une partie qui était déjà mise au rebut. Donc ça leur permet d'économiser entre guillemets un peu d'émissions carbone sur la phase de production. Et il y a aussi la petite barre ici qui est en jaune très pâle, qui est liée à l'énergie utilisée qui est utilisée dans le processus de fabrication des produits. Donc là-dessus, vous voyez comment potentiellement une entreprise comme Apple peut travailler sur la réduction de l'empreinte carbone associée à la fabrication des produits. Là, je vous ai mis un petit bateau, juste pour vous rappeler qu'on n'oublie pas le transport, qu'on classe en général en deux catégories, le fret amont et le fret aval. Alors tout ça, c'était pour vous dire quoi? C'était pour vous dire que les clients chez nous qui vont acheter des produits à l'étranger, et en gros, toutes ces étapes-là que je viens de vous montrer, ou cette décomposition du cycle de vie des produits qu'ils achètent, ils ne l'avaient pas toujours en tête. Alors parfois, ils l'ont en tête, mais ils ne se sont pas trop penchés sur la question. Nous, ce qu'on essaye de faire, c'est justement de leur dire, écoutez, avec nous, ou en tout cas, nous, ce qu'on a conçu comme étant le paiement international de demain, il faut se poser la question de l'empreinte carbone de ce que vous allez acheter. Et ça tombe bien, c'est quand même un sujet qui est de plus en plus d'actualité. Pour certains, il y a la réglementation qui leur demande de mesurer leur bilan carbone, par exemple, leurs émissions de gaz à effet de serre. Pour d'autres, ce n'est pas directement une pression réglementaire, mais c'est plus une pression de clients qui sont de plus en plus exigeants sur l'engagement, sur montrez-nous patte blanche, quelles sont vos démarches écologique en sens large, environnemental au sens large, mais il y a un focus sur les actions et les sujets climatiques de plus en plus prégnants et resserrés, parce que c'est une des urgences, on va dire, qui est le plus mise en avant. Donc, pour nous, le Green Payment, c'est quoi? C'est justement fournir à nos clients, entreprises, une info sur l'empreinte carbone de ce qu'ils vont acheter. C'est toujours la première étape dans le cadre d'une démarche de décarbonation ou de transition. Parce qu'avant de mener des actions, avant de dire j'ai fait de la compensation carbone, etc., ce sont peut-être des choses qui vous parlent, il faut mesurer pour comprendre d'où viennent les différentes émissions de gaz à effet de serre de notre activité. Ça va vous permettre de savoir où vous avez plus de levier. Il y a peut-être des sujets qui sont plus ou moins critiques. Il y a peut-être un sujet dans votre bilan carbone qui pèse pour 50% de vos émissions. Peut-être qu'en priorité, on peut aller travailler là-dessus. C'est très bien de changer les gobelets, mais en général, ça a un impact plus marginal sur votre empreinte carbone au total. Donc la mesure, nous, c'est un service qu'on va intégrer dans le Green Payments à nos clients pour leur dire, écoutez, première étape, on mesure. C'est évidemment pour que derrière, vous puissiez plus facilement lancer des actions pour décarboner, pour réduire votre empreinte. On est d'accord, mais faisons la mesure dans un premier temps. Ensuite, il y aura un sujet d'action, ça on en reparlera après. Et en bout de course, il y a ce qu'on appelle la contribution, parce que nous, vous allez voir, je vais vous en parler un peu plus concrètement, on considère aussi que de notre côté, on doit permettre à notre client de s'engager et d'aller financer des actions. Alors on ne peut pas tout de suite lui permettre de réduire son empreinte carbone à lui, on ne peut pas tout de suite lui trouver son fournisseur, même si c'est quelque chose sur lequel on travaille, on va déjà lui donner des éléments pour le faire, mais en complément de ça, on va aussi lui permettre d'aller financer des causes à impact. Ça peut être de la contribution carbone ou ça peut être autre chose.
Donc là, je vais rentrer un peu plus dans le détail. Ici, je vous ai mis une capture d'écran de ce que notre client, quand il va faire son paiement, va, on va dire, expérimenter. Là, petit rappel ou petit retour en arrière, le client entreprise chez nous qui importe, ben, qu'est-ce qu'il fait? Il va ouvrir son compte, il a peut-être un fournisseur en Chine. Le fournisseur en Chine, en général, vous n'allez pas pouvoir le payer en euros, vous le payez en dollars américains ou en devises chinoises. Donc nous, on va voir son achat de devises. Il va dire, ben, j'ai peut-être besoin de 100 000 yuan, donc c'est la devise de la Chine, pour régler mon fournisseur. Ensuite, je vais créer mon bénéficiaire. Donc il va rentrer les données de paiement, les coordonnées bancaires pour aller payer ce fournisseur-là. Et il va effectuer son paiement. Donc nous, en tant qu'acteurs financiers au cœur de ce paiement international, on va voir tout ce qui se passe. Quel est l'acheteur du produit? C'est notre client. Il est peut-être à Bordeaux, à Paris. Et quel est le fournisseur du bien, c'est-à-dire auprès de qui est acheté ce produit-là? Ça, on le sait aussi. On va caractériser le bénéficiaire, on va savoir qu'est-ce qui est acheté comme produit. Et donc, on va dire ici, monsieur le client, vous avez acheté telle typologie de produit. Voilà l'empreinte carbone associée. Vous ne le saviez pas? Bah, écoutez, tant mieux du coup, parce qu'on se sent utile. Et vous allez pouvoir faire déjà ce premier point sur votre activité et avoir une indication de l'empreinte carbone de votre achat. Sur ces opérations-là, nous, on va gagner un petit peu notre vie et on va dire à notre client, il y a un cashback qu'on vous restitue, qui vous est alloué. Attention, il ne vous sert pas à acheter, on va dire, la montre de vos rêves ou à partir en vacances. Par contre, vous allez pouvoir l'orienter vers des causes à impact. Et donc, la cause à impact, c'est quelque chose chez nous qui est important. Donc là, je vous ai mis 2 exemples. L'impact, c'est quoi dans le Green Payment? C'est, si vous voulez aller sur le Green Payment lui-même, choisir un projet de contribution carbone. Alors on peut aussi appeler ça compensation carbone en fonction de vos préférences. Maintenant, on privilégie l'appellation contribution. Ou alors, vous allez faire ce qu'on appelle un impact payment ou un paiement à impact. Et là, le projet ou la cause que vous allez financer, ce ne sera pas un projet de compensation ou de contribution carbone, mais ça sera néanmoins un projet à visée environnementale. Il y a des exemples du type retirer du plastique des océans ou restaurer des coraux. Ça peut être d'autres choses. On a même des clients qui vont nous soumettre des causes qui vont être examinées et validées ou approuvées. En tout cas, si elles sont approuvées, elles seront intégrées parmi les projets qui peuvent être financés. Donc voilà un petit peu le cadre du Green Payment. C'est une jambe de mesure de l'empreinte carbone qu'on va faire, on va dire, en automatique, en demandant pour le moment peu d'efforts à notre client. On pourra lui en demander plus s'il veut aller plus loin, évidemment. On va mettre de l'automatisation et de l'intelligence pour aller toujours préciser et affiner le calcul. Mais en tout cas, à première, enfin, on va dire sur un premier niveau de lecture, c'est voilà, monsieur le client, vous achetez tel produit, l'empreinte carbone de ce que vous achetez, du produit. Hein, je ne parle pas de la transaction financière elle-même, du message bancaire ou du message SWIFT. Voilà ce qu'on vous apporte, nous, c'est comprendre l'empreinte carbone de vos achats internationaux. Alors, les Green Payments et donc ces projets ou ces causes, c'est, on va dire, la contribution un peu du marché des devises ou en tout cas d'une partie du secteur bancaire au financement de la transition. Vous avez compris qu'il va y avoir des sommes assez conséquentes à mettre sur la table pour pouvoir décarboner la production d'énergie, mais aussi pour financer tout ce qui est changement d'habitude sur la mobilité, sur plein d'autres secteurs d'activité. Et ici, nous, on a utilisé, on va dire, le revenu généré par une opération de paiement international pour financer ce sujet de transition écologique. Alors, c'était bien d'avoir mesuré son empreinte, de réfléchir à comment on la réduit et puis de faire de la contribution en plus. Ensuite, derrière, évidemment, il y a un sujet de mise en avant, de valorisation des actions des clients. Ça, quand on discute avec des entreprises, c'est souvent quelque chose qui vient tôt, alors parfois trop tôt parce qu'on n'a pas eu le temps de rentrer dans le fond du sujet, qu'on pense tout de suite déjà à comment on pouvoir mettre en avant les actions et l'engagement. Mais évidemment, c'est important parce que surtout si vous vous embêtez à faire quelque chose que vos concurrents vont peut-être pas s'embêter à faire, vous avez envie de le dire et de valoriser ça auprès de vos parties prenantes, que ce soit en interne les salariés, peut-être les jeunes diplômés qui postulent chez vous, ou aussi à l'extérieur des clients, des fournisseurs, parfois les collectivités locales dont vous êtes proches, qui sont, on va dire, dans votre géographie proche.
Et donc, nous, on a prévu des documents, on va dire des modes de mise en avant, de communication autour de l'engagement. Ça peut être un document PDF, ça peut être du texte pour un post LinkedIn. Enfin, en tout cas, l'idée, c'est de boucler la boucle entre la mesure de l'empreinte carbone, le cheminement vers des actions plus ou moins fortes d'engagement, et derrière la valorisation, puisque évidemment tout le monde cherche quand même on va dire, à porter et à communiquer autour de ce qui est fait sur ces thématiques-là. Alors là, je veux faire un petit point sur le sujet réglementaire que j'ai légèrement effleuré, mais dans lequel je ne suis pas trop rentré pour le moment, parce que évidemment, on peut faire ça parce qu'on est convaincu depuis très longtemps de l'urgence climatique, mais on peut aussi ne pas du tout être convaincu, ou alors le savoir, mais se dire qu'on n'a pas soit les moyens, soit l'envie de le faire, parce qu'en général, il faut quand même prendre un peu de temps, il faut dégager des ressources. Là, je ne sais plus si j'ai mis en annexe les chiffres, mais il y a une étude assez intéressante du lab de BPI du début de l'année qui fait un comparatif entre 2020 et 2022, ou de début 2023, on va dire sur un échantillon d'entreprises françaises, pour comprendre un peu leur degré d'engagement dans la transition écologique et carbone au sens large. Et évidemment, souvent, le frein numéro 1 à l'action, ça a été quoi? Ça a été un frein financier, un frein de compétences en interne, voire un frein du type, de toute façon, mes clients n'y sont pas sensibles, donc quel est mon intérêt? Alors on voit aussi que ça évolue plutôt dans le bon sens. Par exemple, on est passé de 12-13% en 2020 d'entreprises qui avaient mesuré leur empreinte carbone ou fait un bilan carbone à plutôt un tiers. Donc passer de 12-13% à 30-33%, c'est quand même une belle progression. Et évidemment, ce qui joue beaucoup sur on va dire cette progression de la sensibilité et de l'action prise par les entreprises, c'est quand même la réglementation. Alors la réglementation, il y en a à plusieurs niveaux. Ici, j'en ai mis 3. Il y a la réglementation, ou en tout cas les engagements internationaux. Il y a aussi un niveau européen et il y a un niveau franco-français. Alors, on va prendre les choses peut-être dans cet ordre du plus haut vers le plus bas, entre guillemets, parce qu'il faut bien suivre les slides, mais ça peut être vu de différentes façons. Ça s'auto-alimente, ça se complète, ça s'inspire. Vous allez vite le voir. Rappel, en 2015, on a signé dans le cadre de la COP 21 les accords de Paris. Ces accords-là engagent les signataires, donc quasiment tous les pays du monde, à réduire, à suivre une trajectoire de décarbonation pour qu'on atteigne une neutralité carbone, c'est-à-dire que sur un an, on n'ait pas plus d'émissions de gaz à effet de serre que de capture ou de séquestration de gaz à effet de serre, donc on soit neutre entre ce qui est émis et ce qui est capturé de CO2 ou de gaz à effet de serre. Pourquoi on veut atteindre la neutralité carbone? Parce que c'est comme ça qu'on va maintenir ou qu'on va limiter le réchauffement sous la barre des 2 degrés ou sous la barre des 1,5 degré. D'accord? Et en fait, tout ce qui découle de cet accord de Paris, mais c'est ce qu'on voit nous de plus en plus au quotidien, c'est des grandes réglementations et directives européennes. Par exemple, dans le cadre de ce qu'on appelle le paquet de mesures Fit for 55. Donc ça, Fit for 55, c'est un ensemble de réglementations et directives qui se préparent sur plusieurs secteurs d'activité pour qu'on réduise nos émissions. Ça touche la mobilité, ça touche la production d'énergie, d'électricité, ça touche aussi des sujets du type un fonds social pour aider les entités de type entreprise, mais aussi les ménages les moins aisés à financer, parce qu'il risque d'y avoir un surcoût. Si demain le chauffage est taxé parce qu'il est carboné, ou si demain la mobilité est taxée parce qu'elle est carbonée, tout le monde ne pourra pas peut-être se le permettre. Donc vous voyez, ce paquet Fit for 55, il découle entre autres, même si l'Europe est plutôt parmi les élèves en avance, elle découle aussi des engagements internationaux pris. Et nous, au niveau français, alors je ne rentre pas dans le détail, il y a beaucoup de sujets, mais on pourra en discuter rapidement après. Au niveau franco-français, il y a aussi quelque chose à avoir en tête, c'est qu'on est, sans faire de chauvinisme ou de cocorico mal placé, on est plutôt, on va dire, des bons élèves, parce qu'on a évidemment une méthode bilan carbone, encore une fois, une marque déposée qui a été développée en France au sein de l'ADEME, sous notamment l'impulsion de Jean-Marc Jancovici, que vous connaissez sûrement, et qu'on a aussi de la réglementation qui est passée depuis maintenant plusieurs années pour obliger les entreprises à faire un bilan d'émissions de gaz à effet de serre, pour inciter tout le monde à faire des efforts. Et récemment, on a aussi eu de nouvelles lois qui sont passées en France,
qui touchent différents sujets, qui encouragent la mobilité bas carbone, qui vont inciter, voire pénaliser les bailleurs ou les propriétaires qui n'isolent pas correctement les logements, parce qu'un logement mal isolé, c'est un logement qui consomme beaucoup d'énergie. Beaucoup d'énergie, c'est des émissions de gaz à effet de serre. Enfin, vous avez compris la logique. Donc cette pression réglementaire-là, elle est pour beaucoup dans les raisons qui vont pousser nos clients à aller chercher, en bout de course, quand ils ont travaillé sur un green payment, à aller chercher la mise en avant de ce qui a été fait. Parce qu'aujourd'hui, ça devient quelque chose qui est de plus en plus regardé par des grands clients, des grands donneurs d'ordre, des sociétés du CAC 40, qui vont, dans le cadre de leurs appels d'offres, ajouter à des critères techniques historiques de qualité des produits achetés ou cherchés, des critères de plus en plus extra-financiers, et notamment des critères liés à l'engagement climat ou carbone. Et donc, quand il y a 5 ans ou 10 ans, il n'y avait peut-être même pas une question ou une ligne dans un appel d'offres sur « Bonjour, monsieur le fournisseur 1 potentiel, quel est votre bilan carbone ?» ou « Qu'est-ce que vous faites pour comprendre ou maîtriser votre bilan carbone ?» Mais aujourd'hui, ça apparaît de plus en plus. Dans certains appels d'offres, c'est juste mentionné, mais dans d'autres, c'est plutôt en haut des critères et ça peut devenir éliminatoire. Nous, on a expérimenté ça avec certains clients qui nous disent bah, écoutez, le fait d'avoir réfléchi à ces sujets, alors dans ce cas-là, c'était grâce à nous, donc on est un peu content, mais on n'est pas les seuls acteurs sur la place à parler de sujets d'empreinte carbone. Mais le fait d'en avoir parlé, de m'être posé la question, d'avoir lancé des sujets de mesure, ben c'est un caractère ou un critère différenciant dans mon activité de tous les jours auprès de mes clients et surtout auprès de mes gros clients qui sont des partenaires vitaux pour la pérennité de l'entreprise. Et donc ça, c'est des choses qu'on voit tous les jours et que peut-être vous aussi, vous vivez soit personnellement en tant qu'entreprise, soit pour vos fournisseurs auxquels vous faites vivre des quarts d'heure ou des soirées un peu chaudes parce qu'ils doivent remplir les appels d'offres souvent à fond en dernière minute. Donc voilà. Alors là, je vous ai mis d'autres petites réjouissances réglementaires qui existent en France, au-delà du simple sujet carbone, mais pour vous montrer qu'on a un historique en France quand même réglementaire sur ces sujets extra-financiers. Évidemment, le climat et le carbone s'intègrent dedans, mais ça ne vient pas de nulle part. Alors, je termine ici. Évidemment, je peux revenir sur les slides. Vous avez le droit de m'interroger sur d'autres sujets que ce qu'on a vu. Mais sachez que j'ai à dispo d'autres cartes à dégainer si vous avez besoin. Alors, je ne sais pas si je vous fais passer le micro ou si on vous laisse... oui, je crois qu'il y a quelqu'un. OK. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Sinon, moi, je pourrais embrayer et revenir sur certains sujets que j'ai un peu envie de développer. Donc, n'hésitez pas. Ouais, alors ok, merci. Donc très bien, ça me permet de préciser un peu sur le sujet de calcul, comment on fait. En gros, notre client typique, que j'ai pris en exemple tout à l'heure, il peut acheter quelque chose en Chine, c'est vrai. Le format du virement bancaire international, il n'est pas, on va dire, très exigeant en termes de ce qui est acheté. Donc nous, comment on fait? On va demander au moment où le fournisseur en fait, il est rentré dans la bécane, c'est-à-dire vous l'avez peut-être fait vous à titre perso, vous faites un virement à un copain, à quelqu'un de la famille sur votre appli bancaire, vous avez ajouté un bénéficiaire, n'est-ce pas? Vous avez saisi des données, nom, prénom en général, et peut-être l'IBAN ou le RIB, c'est-à-dire les coordonnées bancaires. Mais nous, c'est pareil, on a besoin de ces infos-là pour pouvoir envoyer l'argent et on va intégrer des informations, des questions posées qui nous permettent de caractériser le fournisseur en question pour savoir ce qu'il fait, quels sont les produits qui sont achetés auprès de ce fournisseur. D'accord ? Donc là, derrière, une fois qu'on sait ce qui est acheté auprès de ce fournisseur, on va pouvoir faire un calcul. Là, il y a deux grandes thématiques quand on fait du calcul d'empreinte carbone, et je sais que parmi vous, il y a des experts, donc il ne faudra pas qu'ils hésitent à compléter ou à enrichir, mais en gros, il y a deux thématiques où il y a deux façons de voir les choses. Soit on fait ce qu'on appelle un calcul monétaire, donc on va utiliser la valeur monétaire de ce qui est acheté en la rattachant à un grand secteur d'activité ou à un secteur d'activité plus précis, et on va pouvoir dire, je sais qu'il y a tel montant de transactions sur tel type de produit, je peux en déduire un calcul d'empreinte carbone.
Ou alors, on a ce qu'on appelle des données physiques. Par exemple, monsieur, je vois que vous êtes très bien habillé, vous portez une chemise. Ben, on a de la chance en France, on a l'ADEME qui nous a fabriqué beaucoup de facteurs d'émission. Et elle nous dit une chemise en coton, hein, c'est un exemple, ou un t-shirt plutôt synthétique. Voilà l'empreinte carbone associée à la fabrication d'une de ces chemises. Et moi, je sais qu'il y a 10 000 chemises achetées, par exemple, donc je vais pouvoir faire mon calcul. Voilà. C'est les questions à mon client, sachant que moi, j'essaye de moins en moins de lui poser de questions et qu'on essaye justement d'intégrer de plus en plus d'intelligence pour en fait lui épargner ça. Et donc là, on va aller plutôt lui demander un document type une facture qu'on va pouvoir analyser et dont on va extraire la data, la donnée qui nous permet de caractériser le produit ou le secteur d'activité du fournisseur. En fait, c'est une histoire de données, c'est-à-dire, OK, je vais payer quelqu'un, un fournisseur, mais qu'est-ce que je lui achète, comment je le sais et comment je rapproche ça du bon format de données pour faire mon calcul. Voilà. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Monsieur ? Qui sont les principaux clients? Enfin, on a quand même besoin de faire un certain chiffre d'affaires pour garder la société en vie, j'ai envie de dire. Et est-ce qu'ils sont assez récurrents envers vous? Est-ce qu'ils vous demandent une nouvelle fois à chaque fois la même question? Là, vous parlez de nos clients à nous, c'est ça ? De vos clients à vous, oui, si c'est par exemple sur le marché du textile ou d'autres marchés. Ouais, alors les clients chez nous, en général, alors, il y a différentes typologies de clients, mais on a des clients qui peuvent faire des opérations de façon assez récurrente parce qu'ils achètent peut-être une fois par mois, voire plusieurs fois par mois, des produits à un même fournisseur. Ils ont des commandes assez bien étalées dans le temps régulièrement. Notre client qui travaille tout le temps avec son fournisseur préféré, le fournisseur ABC en Chine, une fois qu'on sait qu'il lui achète, en tout cas tant qu'il ne change pas de produit, s'il lui achète que des chemises en coton, pour rester sur l'exemple de monsieur tout à l'heure, on ne va pas forcément changer quoi que ce soit, en tout cas tant que c'est la même chose. En revanche, ce qui se passe souvent, et ça c'est du vécu, en cours de vie ou en cours de relation avec le client, j'ai un nouveau fournisseur parce que j'ai trouvé un nouveau fournisseur qui me fait des chemises moins chères. Alors nous, ce qu'on espère, et c'est là-dessus aussi qu'on travaille, c'est que demain on pourra lui proposer un fournisseur qui fait la même chemise moins carbonée. En tout cas, le résultat est le même. Il y a un nouveau fournisseur qui va être ajouté, et là on va aussi aller creuser pour comprendre quel est le type de produits qui sont achetés auprès de ce fournisseur. Est-ce que j'ai répondu à votre question ? Alors, si vous n'avez pas plus de questions, je vais revenir sur un petit point, on va dire, sur plusieurs, mais je commencerai par un point. Vous voyez ici, je vous ai mis des captures d'écran des projets impact que nos clients vont financer par le biais du cashback qu'on leur reverse. Ça, c'est une présélection de projets, mais on a aussi des clients qui nous ont soumis des causes qui leur tenaient à cœur. Et on a notamment une de nos clientes qui travaille dans le secteur du tourisme. Évidemment, vous voyez rapidement que dans le tourisme et l'industrie du voyage, il y a un sujet d'empreinte carbone qui est notamment lié, quand c'est du transport en avion, qui est lié à la mobilité. Et donc là-dessus, on a nous une cliente par exemple qui travaille au Brésil, qui envoie donc beaucoup de ses clients faire des voyages assez sympas au Brésil et qui a là-bas rencontré ou en tout cas fait la connaissance d'une association qui s'occupe de la protection de certains animaux, en l'occurrence c'est des jaguars, et donc de leurs espaces de vie, l'habitat qui est menacé parce qu'il est traversé par soit des routes, en tout cas des lignes de communication, et donc il y a besoin, et là je vous parle à peine des braconniers, mais en tout cas c'est des espèces qui méritent d'être protégées. Et donc elle nous a dit, moi, ce cashback que vous allez me reverser, qui va aller financer des choses, c'est top, mais c'est encore mieux si je peux le rattacher à quelque chose qui me tient à cœur, ou en tout cas qui fait sens par rapport à mon activité.
Et donc, on a, nous, regardé ce sujet, on a pris contact avec l'association en question, avec l'interlocuteur sur place au Brésil, et on a évalué, on va dire, la qualité, ou en tout cas, ce qui est fait concrètement. L'idée, c'est pas d'envoyer l'argent à n'importe qui, et surtout, nous, on est très attentifs à ça. Et donc, on a fini par faire valider cette cause-là. Et donc aujourd'hui, cette cliente a permis en fait qu'on intègre cette cause de protection de Jaguar au Brésil sur notre plateforme. Elle la finance via son cashback, mais c'est aussi une cause qui est visible par l'ensemble de nos clients, mais aussi au-delà de nos clients à nous, par tout un écosystème qui va pouvoir travailler sur cette cause et donc la financer. Et donc voilà, c'est histoire de vous dire que, évidemment, plus on rattache un engagement à la vie quotidienne de l'entreprise, plus ça fait sens. De la même façon, on travaille de plus en plus sur des projets de contribution carbone qui vont être labellisés bas carbone, donc qui vont être des projets qui sont physiquement en France, qui peuvent être par exemple portés par des agriculteurs, mais aussi par des sociétés forestières, si c'est de la forestation ou de la reforestation. Il y a évidemment aussi deux types de méthodologies et donc de projets que de la forêt ou de la capture carbone dans le cadre de l'agriculture. Mais ça, c'est quelque chose qui va se construire progressivement avec nos clients. On sent aussi qu'il y a quand même encore, même si c'est beaucoup plus présent dans les esprits qu'il y a 2 ans ou 3 ans, mais encore plus qu'il y a 10 ans, il y a encore un besoin et une nécessité un peu de faire de la pédagogie, d'expliquer. Tout le monde n'a pas le même niveau de connaissance sur ces sujets-là. Après tout, c'est normal. Mais même si ça gagne du terrain et que parfois on a l'impression que en fait, ça fait énormément l'actualité, que tout le monde en parle et que tout le monde en fait, quand on prend un peu de recul et qu'on sort de peut-être certains arrondissements, des grandes agglomérations, c'est pas aussi, on va dire, diffusé auprès de tout le monde et de toutes les entreprises que ce qu'on peut parfois penser un peu à tort. Voilà. Je vous rends encore la parole. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Bon, si vous êtes OK, qu'il n'y a pas davantage de questions, je vous laisse juste ici nos coordonnées. J'ai oublié de mettre le site internet de Kiwi, mais on peut aussi parler à bâton rompu là maintenant si vous souhaitez. En tout cas, merci pour votre attention et pour la qualité de vos questions et on espère vous reparler très bientôt avec grand plaisir.